Ça va trop vite, c'est l'émission dans laquelle on prend un peu de temps pour analyser les classiques du jeu vidéo dans un milieu où tout évolue beaucoup trop vite. Dans ce premier épisode, nous allons nous pencher sur une bête de course dans le monde du JV, un jeu mythique sur une console mythique, GoldenEye 007. Dès l'intro, j'en ai des frissons. Alors, commençons par donner une position dans l'espace-temps, pour les plus jeunes qui n'auraient pas connu cette merveilleuse époque. Nous sommes en 1997, et c'est ici le début de la guerre entre Sony et Nintendo, entre la Nintendo 64 et la PS1. Jusque-là, Nintendo était plutôt rivalisé par Sega, mais malheureusement pour eux, la Sega Saturn fut un flop et marquera la fin de leur console. Les deux grands vainqueurs de cette époque seront la PS1 et la Nintendo 64, principalement grâce aux exclusivités que nous réservaient les deux consoles. Personnellement, j'ai toujours fait partie de la team Nintendo, et j'ai donc une préférence pour la Nintendo 64, mais je n'oserais pas contredire les fervents défenseurs de la PS1 parce que j'y ai passé des heures et oui, c'était une putain de révolution. On passera plus de temps dans une prochaine émission sur les détails de ces deux consoles, mais pour le moment, revenons au sujet d'aujourd'hui, Mr. Bond. Donc, GoldenEye 007, c'est développé par Rare, une boîte qui a déjà de l'expérience dans le JV puisqu'il développe depuis la ZX Sinclair. Alors je vois déjà les plus jeunes d'entre vous ouvrir des yeux ahuris. La quoi ? C'est en gros l'ancêtre du PC et c'était au début des années 80. Tout ça pour dire que Rare, ça fait un moment qu'ils sont dans le milieu. Pour que ça vous parle un peu plus, ils sont notamment derrière Donkey Kong Country et Killer Instincts. Donc oui, ils pèsent. Alors oui, je sais, je viens de dire que Rare, ils pèsent et qu'ils savent ce qu'ils font, mais en fait, c'est une petite équipe inexpérimentée qui va réaliser le jeu, et du coup, même si c'est publié par Nintendo, côté Rare, ils vont pas s'attendre à une bombe, mais juste à un jeu à licence qui devrait marcher correctement au niveau des ventes. Surtout que, quand le jeu est annoncé, il est clairement dans l'ombre de Super Mario 64 et n'arrive pas vraiment à se faire une place dans le salon des jeux vidéo. Le jeu va prendre 2 ans et demi pour être réalisé. Ça va être un gouffre à argent et les développeurs vont se perdre dans tous les sens. Ils vont d'abord partir sur un rail shooter, à la façon des jeux qu'on connaît maintenant, surtout en borne d'arcade, comme Time Crisis ou House of the Dead. Mais ils vont ensuite se dire que ça serait quand même un peu stylé d'avoir quelques scènes de free roaming, donc à la façon des jeux que nous on connaît maintenant, la plupart des FPS comme Call of Duty. Puis finalement, après pas mal de temps de développement, ils vont se dire en fait, en free roaming, c'est quand même vachement mieux, donc on va faire le jeu entier comme ça. Et là où le jeu devait sortir à la base en 1995 pour la sortie du film, il va en fait sortir en 1997. Je vous mets un petit extrait de ce que le jeu aurait dû être à la base. À sa sortie, le jeu va être une énorme surprise puisque toutes les critiques vont être unanimes, ce jeu c'est de la balle pure et dure. Les joueurs vont se l'arracher et c'est Nintendo qui a dû se réjouir d'avoir publié le jeu puisque encore aujourd'hui, il s'agit du 3e jeu Nintendo le plus vendu au monde. Prenons un peu de temps pour regarder le jeu de plus près, préparez vos rétines, on saute dans le monde du 3D en 64 bits, c'est parti. Si vous sortez tout juste d'un jeu récent, oui c'est sûr, ça pique les yeux. Mais il va falloir regarder derrière ce tas de pixels et se poser la question, pourquoi le jeu est-il aussi bien ? Ma constatation personnelle, c'est que bon, déjà des FPS sur le marché à l'époque, c'était pas si courant. Et les vrais bombes qu'on a eu jusqu'ici, c'était surtout du bourrinage à la Doom et Duke Nukem. Et oui c'est un vrai kiff, mais GoldenEye il a quelque chose en plus. Je trouve qu'il a réussi à venir apporter une ambiance unique qui va vraiment plonger le joueur dans son univers d'entrée de jeu. Déjà, c'est de la vraie 3D. C'était un très gros risque qu'a pris l'équipe parce qu'il était très difficile de générer autant de textures sans ralentissement à l'époque, et que pour réaliser des environnements qui plongent le joueur dans l'univers, il va pas falloir se contenter de textures monotones sans âme et légères à faire tourner. Mais là, c'est un pari plus que réussi, parce qu'on est vraiment transporté dans le monde. Le jeu est clairement beau. Non seulement ce n'est pas monotone, mais en plus on sent que tout est clairement vivant. Les objectifs nous poussent à l'exploration, mais même sans ça, on a envie de fouiller partout et de découvrir les maps en entier. Le but du jeu va être de compléter 17 missions qui seront séparées les unes des autres par un retour au menu.
Chaque mission comporte son nombre d'objectifs qui sera différent en fonction de la difficulté choisie. Par exemple, sur la première mission, en facile, il faudra juste atteindre la fin du niveau, alors qu'en moyen, il faudra également neutraliser les alarmes. La difficulté vient également influencer le nombre d'ennemis et les dégâts que l'on prend à chaque coup. Niveau arsenal, on n'est vraiment pas laissé pour compte avec 20 armes différentes qui nous seront dévoilées au fur et à mesure que l'on avance dans les missions. Beaucoup de gens disent que le jeu a mal vieilli, et je suis vraiment pas du tout d'accord avec ça. Les jeux qui ont mal vieilli, c'est les jeux qui ont réussi à nous surprendre à l'époque, et qui aujourd'hui n'arrivent plus à atteindre l'âme des joueurs. Je suis quasiment sûr que si on donnait 007 à un jeune joueur, il dirait « Oula, c'est moche », « Oula, les contrôles sont chelous », mais après quelques minutes, serait à fond dedans, sans même s'en rendre compte. Et je parle de contrôle chelou, du coup je suis obligé de parler d'une chose à laquelle les joueurs d'aujourd'hui ne penseraient peut-être même pas, la manette, le fameux trident. Prenons un moment pour la contempler parce que oui, c'est une œuvre d'art. J'ai toujours adoré cette manette, sûrement par pure nostalgie, mais je trouve qu'elle a de la gueule. Par contre, bah oui, à l'époque, on sort tout juste des tout premiers FPS en 3D, mais quand on dit 3D, c'est vraiment juste des sprites en 2D qu'on a foutu les unes par-dessus les autres pour donner une impression 3D, et même si c'est stylé, bah du coup, la souris ou le stick droit des manettes est pas très utile. Quand la vraie 3D arrivera, du coup on va commencer à se rendre compte que ça pourrait être pratique d'avoir un deuxième stick pour viser, mais ça n'arrivera que plus tard et pas sur la 64, donc ça sert à rien d'en parler ici. Dernière étape de notre petit tour touristique de ce jeu, et c'est sûrement la raison pour laquelle autant de personnes avaient le jeu chez eux, le multijoueur. Bordel de merde, quelle idée de génie. C'est simple, on peut s'affronter jusqu'à 4 en écran splitté sur des maps créées uniquement pour ce mode. Et là, c'est juste des heures et des heures de fun sans conteste. GoldenEye fut un pionnier du multijoueur à écran splitté, et je pense qu'on peut prendre une petite seconde pour remercier Rare sur ce coup-là. Je vous laisse profiter un peu d'un combat plus qu'impressionnant, et je vous retrouve pour la fin de cette vidéo, juste après. On est sur la fin du premier épisode de Ça va trop vite. J'espère vraiment que le format vous a plu. J'espère vraiment vous avoir donné envie de jouer au jeu par vous-même. GoldenEye 007 sur 64, c'est une véritable petite pépite et franchement, si vous avez le temps, prenez un peu de temps pour le tester, ça vaut vraiment le coup. Si par miracle, vous êtes tombé sur cette vidéo et que vous avez pris le temps de la regarder jusqu'ici, d'abord, merci. Et ensuite, n'hésitez pas à me dire quel jeu pour vous est un véritable classique et mériterait de faire le sujet de l'épisode 2 de Ça va trop vite. Sur ce, ciao!